À 600 km au-dessus de nos têtes, dans le vide absolu de l'espace, un objet argenté scrute les confins du ciel à la recherche de réponses aux questions les plus fondamentales de l'univers. Pendant plus de 30 ans, le télescope Hubble a offert des données scientifiques riches, tout autant que des photos mémorables qui ont tapissé de nombreuses chambres d'enfants. Partons ensemble à la découverte de ce satellite qui a conquis le cœur de tous. En 1923, Hermann Oberth publie le livre Die Rakete zu den Planetenräumen sur le voyage interplanétaire à l'aide de fusées. Ce pionnier de l'astronautique, d'origine austro-hongroise, voit dans les fusées un moyen, entre autres, de placer un télescope dans l'espace. Cette idée germe chez les scientifiques au fil des années. L'astrophysicien Lyman Spitzer, en 1946, soutient l'idée d'Oberth et détaille les avantages d'un télescope spatial. Sur Terre, un télescope souffre de 3 principaux problèmes. D'abord, l'atmosphère brouille l'observation, ce qui nous oblige à placer les télescopes le plus haut possible, sur de grandes montagnes par exemple. Dans l'espace, la vision serait plus nette et permettrait donc d'observer plus et mieux. Le deuxième, qui s'est accentué depuis la révolution industrielle, c'est évidemment la pollution lumineuse. Ces lumières parasites, artificielles ou naturelles, sont quasi inexistantes dans l'espace. Enfin, un télescope spatial pourrait observer dans bien plus de longueur d'onde, alors que sur Terre, l'infrarouge et l'ultraviolet des étoiles ont tendance à être absorbés par l'atmosphère. Spitzer militera avec ferveur pour la création de télescopes spatiaux, au point qu'il est aujourd'hui considéré comme le père de ce concept. En pleine course à l'espace, et disons-le à l'armement, la Navy travaille sur l'élaboration du premier lanceur de satellites américain. C'est le programme Vanguard. Et qui dit lanceur, dit charge utile. Un télégramme est envoyé aux principales institutions scientifiques américaines, invitant à proposer des idées d'instruments scientifiques à envoyer en orbite. Spitzer, ainsi que d'autres chercheurs, proposent de concevoir un instrument d'observation astronomique. Le souci, c'est que la charge utile ne peut excéder 45 kg, et leurs projets dépassent tous cette limite. Les rêves d'envoyer un télescope spatial en orbite restent donc au stade de rêve à la fin des années 50. L'histoire fera que le programme Vanguard sera un échec total. Le premier lancement orbital américain sera réalisé à bord de la fusée Juno 1 de Wernher von Braun, avec à bord le petit satellite scientifique Explorer 1, conçu par James Van Allen, et destiné à étudier le rayonnement cosmique. Il entrera dans l'histoire pour toute autre chose puisqu'il découvrira par accident les ceintures de radiation entourant notre planète, qui seront baptisées ceintures de Van Allen. Il faudra attendre plusieurs années et l'arrivée de fusées plus puissantes pour enfin voir des télescopes s'élancer pour l'orbite. Dans les années 60, alors que les soviétiques sont les pionniers dans l'envoi de télescopes spatiaux avec leur programme Proton, le programme américain Orbiting Astronomical Observatory naît de l'impulsion de Spitzer, Goldberg, Whipple et Cod,
et vise à concevoir une série de télescopes spatiaux complémentaires dans leur champ d'observation. Mais la tâche n'est pas simple et le projet très avant-gardiste. La fiabilité des engins spatiaux de l'époque est loin d'être optimale et les technologies assez limitées. Les instruments doivent résister à des températures extrêmes, avoir un guidage précis, sans parler des problématiques de données d'observation transmises vers la Terre. Le défi est de taille et les ingénieurs et scientifiques vont offrir le nec plus ultra des technologies disponibles pour faire de ce programme un succès. En 1966, à bord d'une Atlas Agena D, le lancement d'OAO-1 est un succès. Ces instruments doivent étudier les rayons gamma, les ultraviolets et les rayons X des étoiles. Malheureusement, une vingtaine d'orbites plus tard, OAO-1 rend l'âme à cause d'un problème d'énergie. Les équipes ne perdent pas espoir et 2 ans plus tard, c'est à OAO-2 de s'élancer à bord d'une Atlas Centaur. Plus lourd de 300 kg que son prédécesseur, il est lui aussi bardé d'instruments d'observation précis, dont des photomètres et des spectromètres. Cette fois, le satellite va réaliser une mission parfaite et deviendra le premier télescope spatial opérationnel américain, envoyant des données scientifiques précieuses pendant plus de 5 ans. Le programme continuera avec l'échec au lancement d'OAO-B, mais surtout le succès incontestable d'OAO-3, qui sera opérationnel pendant près de 10 ans et fournissant de l'imagerie haute définition d'étoiles en rayons X et la découverte de plusieurs pulsars. À partir de là, le concept de télescopes spatiaux va se démocratiser pour toutes les agences spatiales, et grâce à des lanceurs de plus en plus puissants, leur taille va graduellement augmenter. Avec le programme Apollo, le gigantisme de la Saturne V fait d'ailleurs rêver les scientifiques. Serait-il possible de concevoir un télescope spatial géant ? En 1966, le projet Manned Orbiting Telescope est proposé par la communauté scientifique. Ce télescope spatial géant serait lancé par une Saturne V et permettrait à des astronautes, de préférence également astronomes, de conduire des observations directement à bord. Il est même proposé que ce télescope soit amarré à une station spatiale. Mais en 1969, alors que les Américains posent le pied sur la Lune et débutent son exploration, les budgets sont drastiquement réduits. Un autre projet de large télescope spatial inhabité, littéralement nommé Large Space Telescope, voit sa taille et ses ambitions réduire progressivement avant d'être également mis au placard. Le Large Space Telescope, de par le budget requis, doit pouvoir marcher coûte que coûte et doit donc être réparé et amélioré en orbite si besoin, ce qui est tout bonnement impossible sans un engin spatial adéquat. Heureusement, en 1972, le Congrès valide la nouvelle direction de l'exploration spatiale américaine. D'ici aux années 80, un engin réutilisable va être conçu, capable d'emporter une charge utile conséquente et d'opérer en orbite comme un laboratoire autant que comme une dépanneuse. C'est la navette spatiale. Immédiatement, le projet de Large Space Telescope est relancé, grâce notamment à l'astronome Nancy Roman, qui pendant les années 60 et 70 va travailler sur les projets de télescopes spatiaux américains et fera pression pour la création de ce LST. En 1975, l'Agence spatiale européenne se joint au projet en le finançant à hauteur de 15%, en fournissant un instrument ainsi que des panneaux solaires. En échange, les scientifiques européens pourront utiliser le télescope durant 15% du temps. En 1977, le Congrès américain valide son budget et sa conception peut commencer. Le Centre spatial Goddard de la NASA fait un appel à la communauté scientifique pour proposer des instruments qui seront à bord. 5 seront sélectionnés. Faint Object Camera, conçu par les Européens, sera chargé d'observer les objets les moins lumineux de l'univers. Wide Field and Planetary Camera, proposé par le Caltech et réalisé par le JPL, pourra observer à la fois à grand champ, mais également en mode planétaire, dans un spectre de lumière très large. High Resolution Spectrograph, conçu par le Centre Goddard, étudiera le spectre ultraviolet des étoiles.
Faint Object Spectrograph, conçu par Martin Marietta, fera le même travail mais sera dédié aux objets les moins lumineux. Enfin, High Speed Photometer, conçu par l'Université du Wisconsin, va mesurer l'intensité d'une étoile 100 000 fois par seconde afin de détecter toute variation. Avoir tout un panel d'instruments comme cela, c'est très bien, mais pour qu'ils mesurent quoi que ce soit, il leur faut des yeux. Le centre spatial Marshall de la NASA reçoit la lourde responsabilité de superviser la construction du télescope. Évidemment, sa taille sera limitée par celle de la soute de la future navette spatiale. Cette taille est révisée plusieurs fois durant sa conception et se voit considérablement agrandie en raison des besoins de la défense américaine pour ses satellites espions. Elle finit par se fixer à 18,3 mètres de long et 4,6 mètres de large. Un autre aspect important pour le futur télescope, c'est le RMS, ou Canadarm. Il sera crucial pour le relâcher et le recapturer lors des missions de maintenance. Le premier vol de la navette spatiale a lieu en avril 81, suivi de plusieurs autres missions destinées à tester ces systèmes et réaliser les premières mises en orbite de satellites. Pendant ce temps, le design du télescope prend forme. Il s'agira d'un tube de type Ritchey Chrétien, compris dans un satellite d'une longueur de 13 mètres sur 4,2 de large, pour une masse totale d'un peu plus de 11 tonnes. Sur la partie inférieure du tube, on trouve un anneau plus large qui contient les instruments. Chaque portion de cet anneau est conçue pour que l'instrument qu'il contient puisse être retiré et remplacé sans déranger les autres. Incapable de se propulser, le télescope peut en revanche diriger sa visée avec une précision extrême grâce à un lot de 6 gyroscopes, soit 3 nécessaires et 3 de secours. Alimenté en énergie par des panneaux solaires, il est également muni de batteries pour fonctionner quand il est dans l'ombre de la Terre. Il reçoit également 2 antennes à haut gain et 2 antennes S-band pour le contrôle et l'envoi de données. Pour éviter que la lumière du soleil pénètre dans le tube, une porte est installée au sommet du télescope et se ferme automatiquement si le tube est orienté à moins de 20 degrés de la direction du soleil. Enfin, pour réguler la température, il est recouvert d'une isolation thermique de kapton et de téflon, lui donnant cet aspect argenté. Plus de 200 capteurs de température sont logés à chaque recoin du télescope et ses instruments pour surveiller que tout soit à bonne température. Mais le cœur, ou plutôt les yeux du télescope, ce sont ses miroirs. La conception du tube et des miroirs est confiée à la société Perkin-Elmer, qui choisit de les polir de façon informatisée, une vraie révolution pour l'époque. De leur côté, les sociétés Kodak et Hi-Tech se lancent dans la conception d'un miroir principal de secours, poli avec des techniques plus traditionnelles. Mais le travail de Perkin-Elmer prend du retard et le budget ne fait qu'augmenter. La NASA doit se résoudre à demander à Kodak et Hi-Tech de stopper la conception du miroir de secours. Il faudra 2 ans et 451 millions de dollars à Perkin-Elmer pour terminer le miroir principal au lieu des 64 millions initiaux. À la base prévue pour 1985, le lancement du télescope se voit reporté continuellement dans l'attente du miroir. Les budgets s'envolent, mais le télescope, lui, reste à terre. Parallèlement, le Large Space Telescope reçoit enfin un nom. Le 3 octobre 1983, la NASA annonce qu'il est désormais baptisé Hubble, en l'honneur de l'astrophysicien Edwin Hubble. En 1924, il fut le premier à comprendre que notre Voie lactée n'était pas la seule galaxie de l'univers. Mais on se souviendra surtout de lui pour un constat révolutionnaire pour l'astrophysique. En étudiant le mouvement des galaxies grâce à l'effet Doppler, il observe que non seulement elles s'éloignent toutes de nous, mais que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Cette constatation sera la base de la théorie de l'expansion de l'univers, qui mènera ensuite vers la théorie du Big Bang. Nommée plus tard loi d'Hubble, elle repose sur ses travaux mais aussi sur ceux de Georges Lemaître, contemporain ayant fait les mêmes observations. Edwin Hubble meurt en 1949,
laissant derrière lui un tout nouveau champ de découverte que le télescope éponyme compte bien étudier. En tout cas, s'il est lancé un jour. Car à cause des retards, on vise désormais un lancement en août 1986 sur la mission STS-61J. L'équipage chargé de le mettre en orbite est plus qu'expérimenté, avec le commandant John Young, marcheur lunaire et vétéran de Gemini, Kathy Sullivan, première femme américaine à réaliser une sortie spatiale, ou encore Bruce McCandless, support sur Apollo 14, et célèbre testeur du jetpack spatial, le MMU. Sauf qu'au début de l'année, un événement va tout chambouler. Suite à la catastrophe de Challenger, qui coûte la vie à 6 astronautes et pose la question de la sécurité des navettes, tous les lancements sont suspendus. Même si celui d'Hubble était imminent lors de la catastrophe, il n'est pas pour autant un lancement prioritaire. D'autres missions, en particulier de sondes interplanétaires, ont des fenêtres de lancement restreintes en raison des mouvements des astres. Hubble devra attendre. Avec ce délai ajouté, l'équipage initial est lui aussi chamboulé. John Young obtient un poste de bureau et la mission est désormais nommée STS-31. Terminer l'impressionnante carrière de John Young sur un tel lancement aurait été pour lui un beau point final, mais conscient de son âge et de ses nouvelles fonctions, il va tout de même demander personnellement au jeune Loren Shriver de commander la mission à sa place. Finalement, en 1988, 2 ans après l'accident de Challenger, la mission STS-26 marque le retour en vol de la navette spatiale. Initialement prévue pour décembre 1989, le retard dans une modification de la navette Columbia va obliger la NASA à retarder une mission, et c'est Hubble qui va le subir. L'équipage de STS-31, chargé de mettre en orbite le télescope, va devoir attendre 1990 pour enfin décoller. Depuis toutes ces années, 2 astronautes de STS-31 se sont particulièrement penchés sur Hubble pour maximiser les chances de succès au déploiement. Bruce McCandless et Kathy Sullivan ont analysé le couple à appliquer sur chaque écrou, les procédures de déploiement des panneaux solaires déroulants et ont fait faire des modifications sur ceux-ci à 3 reprises en les renvoyant à chaque fois en Grande-Bretagne. Les 2 astronautes, responsables de sortir dans l'espace si le télescope et ses panneaux solaires ne se déploient pas correctement, ont envisagé toutes les déconvenues qui pourraient arriver et comment les résoudre, s'entraînant même sur leur temps libre. D'ailleurs, une idée simple va leur venir, celle d'emporter avec eux en orbite des carnets de notes contenant plusieurs remarques et rappels écrits durant leur entraînement. Évidemment, les équipes au sol, voulant tout savoir et contrôler, ne souhaitent pas que certaines notes aillent en conflit avec la checklist prévue. Ils recevront donc des photocopies complètes et pourront avant le vol vérifier que toutes ces notes vont dans le sens de la checklist originale. Ce procédé restera, les notes devenant de plus en plus informatisées avec le temps. Tandis que l'équipage continue de se préparer, le télescope reçoit ses dernières améliorations. Il arrive au Kennedy Space Center à la fin de l'année 1989, où les dernières vérifications sont effectuées. La navette Discovery, chargée de l'emmener en orbite, revient quelques semaines plus tard sur Terre après la mission STS-33 et part rapidement se refaire une beauté pour accueillir le télescope. Détail particulier, des conduits de refroidissement sont installés le long du fuselage de la navette en anticipation de la mission qui suivra, le déploiement de la sonde interplanétaire Ulysse, seulement quelques mois après Hubble. La navette est prête, amenée sur son pas de tir, et comme souvent, la soute vide. Pour protéger les charges utiles en attendant le lancement et permettre aux équipes de derniers réglages, la navette était habituellement vide lors de son roulage. Puis, quelques jours avant le lancement, un container spécial, hermétique et à température contrôlée, roulait jusqu'au pas de tir. Il était ensuite hissé par le RSS, qui se refermait ensuite sur la soute et permettait de transférer la charge utile du container à la navette
à la verticale dans des conditions de salle blanche. Hubble sera installé dans la soute de Discovery le 29 mars 1990 lors d'une longue et prudente manœuvre de 6 heures. Après plusieurs tests, il est décidé d'enfin offrir à Hubble de l'avance. Le décollage est avancé de plusieurs jours au 10 avril. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une navette spatiale voit sa date de lancement avancée après les tests pré-vol. Le 7 avril, l'équipage arrive au Kennedy Space Center. Ils reçoivent les dernières informations et jettent un dernier regard à Hubble dans le RSS. La météo annonce 90% de chances de lancement. Les dernières protections pré-vol du télescope sont retirées et la soute est fermée. La tension monte à l'approche de ce lancement tant attendu. Nous sommes le 10 avril 1989. Cela fait plus de 20 ans que le projet a été imaginé par ses concepteurs et environ 15 ans depuis les débuts de sa conception. La navette Discovery et son précieux cargo se tiennent sur le pas de tir 39B. Le compte à rebours défile et arrive à T-4 minutes. C'est là qu'un dysfonctionnement est détecté sur l'une des unités de puissance de la navette. Bien que Discovery en ait 3 par souci de redondance, les procédures imposent que toutes doivent fonctionner au lancement. Un remplacement de l'APU défectueux est nécessaire, ce qui oblige à un report de plusieurs jours. En attendant, les astronautes rentrent à Houston. Le souci supplémentaire, c'est qu'un tel retard peut avoir un impact sur l'alimentation du télescope. On décide donc de retirer ces batteries et les stocker dans le Vehicle Assembly Building, où elles seront maintenues en charge dans un environnement contrôlé. La soute de la navette est maintenue fermée pour protéger le télescope, et le temps passe. La nouvelle unité de puissance est installée les 14 et 15 avril, et 3 jours plus tard, la navette est considérée comme prête au lancement. La nouvelle date pour le décollage est fixée au 24 avril, et cette fois encore, la météo est de leur côté. L'équipage arrive le 23 au Kennedy Space Center. Il s'installe dans la navette le lendemain aux aurores. Le compte à rebours se passe bien, jusqu'à T-31 secondes où une valve de carburant refuse de se fermer. Cela est dû à un problème logiciel et le lancement est maintenu. Parmi les milliers de personnes assistant au lancement, le professeur Lyman Spitzer voit son rêve de 40 ans enfin se réaliser sous ses yeux. Well, this is a tremendous milestone today for me. Very exciting, very exciting. I suggested a telescope of this general nature would be very helpful to astronomy, and the idea finally took hold among astronomers and then among other people and finally even in Congress. Off it goes. T-10, go for main engine start. We are go for main engine start. 6, 5, 3, 2, 1. Après une mise en orbite parfaite, les moteurs OMS de la navette rehaussent l'orbite à environ 575 par 613 km. C'est un nouveau record d'altitude pour la navette spatiale. Les portes de la soute sont ouvertes, révélant la lumière du soleil sur les faces argentées du télescope pour la première fois. 3 heures seulement après le lancement, Steve Hawley commence la mise en route du bras robotique. Il vérifie son bon fonctionnement, puis allume la caméra située au bout du bras pour inspecter le télescope. Tout est en ordre. Il en profite également pour placer le bras en position de saisie du télescope, une façon de répéter la manœuvre prévue le lendemain. Pendant ce temps, Bruce McCandless et Katie Sullivan, sur le pont inférieur, s'équipent pour une éventuelle sortie d'urgence lors du déploiement, en respirant de l'oxygène pur avec une plus basse pression dans la cabine. Ils vérifient également le bon fonctionnement de leur combinaison de sortie. 4h30 après le lancement, la navette commence à alimenter le télescope en énergie, ce qui lui permet de communiquer avec les équipes au sol pour la première fois.
Hubble envoie de bons signaux et les ingénieurs jubilent. Les vérifications en orbite continuent et les astronautes prennent enfin un peu de repos 11 heures après le lancement en vue de la grande journée qui s'annonce. Le 25 avril 1990, les astronautes se réveillent et sont impatients. C'est le grand jour. Steve Hawley va se charger de manipuler le bras robotique pour saisir puis relâcher le télescope, tandis que Lauren Shriver pilotera la navette pour s'en éloigner sans risque. Pendant ce temps, sur le pont inférieur, McCandless et Sullivan sont en tenue thermique, prêts à revêtir leur combinaison de sortie si nécessaire. Enfin, Charles Bolden jongle entre tous ses collègues pour les aider dans leurs tâches. Quand Steve Hawley commence à élever le télescope dans la soute, il arrive à un moment compliqué de sa mission. We're trying to convey a sense, I think, of how big the Space Telescope is, and the fact that the aperture door is bright and shiny, and it's right in front of the windows, and all of that was of some concern to me, being able to see, to do the task. It was about as difficult as we had expected, and the views, as you can see here, out the window certainly degrade rapidly as the telescope begins to come out of the bay. Charlie was very helpful at talking me through the deploy operations with the arm, particularly, as I mentioned, down low in the bay where the clearances are fairly small and you're trying to go slowly. Une fois le télescope élevé au-dessus de la soute, il est positionné de façon à ce que les astronautes voient le bon déploiement du premier jeu de panneaux solaires. Au bout de 6 minutes, il est totalement déroulé et opérationnel. Le second, en revanche, se bloque. Dans le sas de sortie, McCandless et Sullivan sont en combinaison et commencent la dépressurisation au cas où il faille sortir pour finir de le déployer manuellement. Heureusement, le processus finit par reprendre et le panneau solaire se déploie totalement. Le télescope est placé dans sa position finale, Shriver se prépare à éloigner la navette du télescope et une caméra IMAX au fond de la soute enregistre le moment historique. Star is near, I'll conjure you to soothe my fear. Forever in your arms I'll stay. Bruce McCandless et Kathy Sullivan seront les deux seuls membres d'équipage à n'avoir rien vu de tout le déploiement du télescope. Sur le pont inférieur et dans le sas pendant toutes les manœuvres, ils n'ont même pas pu voir à travers le hublot du sas. La mission précédente de Discovery transportait un satellite militaire top secret, et pour s'assurer que les ingénieurs au sol ne puissent pas le voir, le hublot avait été couvert par une grosse bande de velcro sur la partie extérieure. Ce dispositif n'avait pas été enlevé pour STS-31 puisque, de toute façon, il n'était pas utile d'un point de vue opérationnel. Quoi qu'il en soit, Hubble est désormais en vol libre et la mission STS-31 a rempli tous ses objectifs. Le choix de mettre Hubble à 600 km d'altitude n'est pas anodin. Le télescope n'est pas muni de système de propulsion et à cause des fines particules d'air encore présentes en orbite basse, il perd de l'altitude avec le temps. Vu qu'il est prévu de retourner le réparer et l'améliorer tous les 3 à 4 ans, en tout cas sur le papier, il faut que le télescope puisse tenir en orbite tout ce temps. 600 km est l'altitude maximale de la navette spatiale, étant donné ses faibles réserves de carburant dans ses moteurs OMS.
Le plan est donc de le placer à 600 km et qu'il descende progressivement à cause de la traînée, jusqu'à l'arrivée de la mission de maintenance qui en profitera pour le replacer à 600 km, et ainsi de suite. Tout de même, cela pose un risque évident de panne de carburant pour la navette, mais un risque très bien évalué. Les calculs démontraient qu'avec une altitude de 630 km, il y aurait assez de carburant pour se rendre sur cette orbite, relâcher le télescope, rester à proximité le temps que tout soit OK, le recapturer et le ramener si besoin, et rentrer sur Terre. Lors de STS-31, vu qu'il n'y a pas eu besoin de le recapturer, les astronautes avaient donc largement de quoi rentrer de cette altitude inédite. Le lendemain du déploiement, Discovery se trouve à environ 60 km de Hubble. C'est le jour de l'ouverture de la porte du télescope. Dans le sas de la navette, McCandless et Sullivan sont à nouveau prêts à sortir si jamais il faut le recapturer et intervenir manuellement. La première tentative d'ouverture automatique est un échec, le logiciel de bord détectant un problème sur l'antenne à Hauguin. Mais la seconde fois est la bonne. Hubble a ouvert les yeux et les astronautes ont officiellement terminé leur travail vis-à-vis du télescope. Dans les jours qui suivent, les astronautes vont réaliser quelques expériences, prendre des images IMAX de la Terre et se préparer au retour, le tout sur une orbite légèrement supérieure à celle du télescope. De son côté, Hubble rencontre un nouveau problème, cette fois sur un gyroscope, causé par un limiteur dans le logiciel. Il sera résolu depuis la Terre au bout de 14 heures. L'équipage de STS-31 était de toute façon déjà en passe de retourner sur Terre. Après une rentrée atmosphérique 15 minutes plus longue que la normale, à cause de sa haute altitude, Discovery pose ses roues sur la piste 22 de la base d'Edwards après 5 jours de vol, le 29 avril 1990. La navette grimpe tout de suite sur le dos du 747 SCA et retourne au Kennedy Space Center pour se préparer à sa prochaine mission, le lancement de la sonde Ulysse. Pendant ce temps, 600 km au-dessus de son hangar, le télescope Hubble reçoit sa première lumière et transmet ses premières images. Plusieurs problèmes graves touchent le télescope et, en l'état, il est inutilisable. C'est le début d'une polémique dans les médias internationaux, 4 ans après Challenger, qui vise à nouveau la NASA. Les problèmes doivent être résolus au plus vite pour sauver Hubble et sauver la face. J'espère que vous aurez aimé cette partie 1 sur le télescope Hubble. Au programme, ce sont 5 voire 6 vidéos qui viendront compléter cette série documentaire. Et normalement, à la fin, nous réunirons les parties pour en faire un grand documentaire. En tout cas, si c'est pas trop long. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à soutenir mon travail avec mon Utip ou d'une autre manière. Elles sont toutes disponibles dans la description. Vous y trouverez également les sources de cette partie 1. Et voilà, tout ce que j'ai à vous dire. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite, la partie 2 sur Hubble. Ciao!